Donc, bienvenue à tous pour cette soirée consacrée à la programmation 2021-2022 avec une focalisation particulière sur les cycles de conférences en ligne que nous allons animer à partir du mois de septembre. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, répondu à un sondage qui vous a été adressé il y a à peu près un mois de cela. Nous vous en remercions. Il y a eu 200 réponses. C'est formidable parce que ça permet véritablement de se fonder sur des avis donnés. Je vais aborder avec vous plusieurs points du sondage, notamment évidemment ce qui concerne les vidéoconférences, les conférences en ligne. Il y a eu des réponses des uns et des autres sur la durée de ces conférences en ligne, ce qui nous conduit à être particulièrement vigilants dans l'année qui vient sur le fait de tenir la durée prévue de 1h30. Dans de nombreuses circonstances, les conférences sont allées au-delà d'1h30. Alors parfois 35, ce n'est pas très grave, parfois 40, ça peut être quand même gênant, mais parfois au-delà. Et on va, avec Emmanuel, être très rigoureux de manière à tenir les timings prévus, c'est-à-dire 1h30, légèrement au-dessus au cas où, mais vraiment, on va se tenir à ça. Ça, c'est un premier point qui a émergé des réponses des uns et des autres. Le deuxième point important qui a émergé concerne la prise de parole. Vous savez que dans l'association, il y a un principe pédagogique important et intangible qui est qu'il faut que nous parlions. Parler de ce qu'on a observé, verbaliser ce que l'on a perçu, c'est une dimension importante de la pédagogie et on tient à garder cela. Ceci dit, chose très importante, il faut une certaine discipline en la matière. Beaucoup de personnes ont fait remarquer que parfois c'était un peu désordonné, qu'il y avait des prises de parole trop longues de certaines autres personnes. Et donc, ça va être un des points de vigilance pour nous. Il y aura des principes qui seront rappelés au début de chaque séance. C'est déjà le cas d'ailleurs de plus en plus maintenant, mais ça sera vraiment systématique, de manière à inviter tous les participants à avoir des participations brèves. C'est important. Et puis, dans la discipline de prise de parole, aussi, bien entendu, le fait de ne pas commencer à s'exprimer quand quelqu'un est déjà en train de parler. Il y a eu de nombreuses remarques sur le fait que dans un certain nombre de cas, il y avait des prises de parole intempestives et parfois trop longues, parfois trop répétées de la même personne. Alors c'est très important parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est soi-même assez volubile, qu'on a une facilité d'expression, mais c'est capital pour la tenue de la séance, notamment par exemple pour les nouveaux qui viennent et qui n'ont pas cette facilité d'expression, ce réflexe, et finalement qui vont se retrouver dans la difficulté face à d'autres qui s'expriment trop. Voilà. Mais je pense que chacun voit très bien ce dont je parle et il faudra simplement être bien vigilant sur ça et en tant qu'animateur, on y veillera. Ensuite, plusieurs personnes ont évoqué leur intérêt pour la possibilité de payer par carte, en tout cas de payer un forfait par exemple de 5 conférences ou de 10 conférences. Évidemment, ça ne vaut pas pour les cycles, parce que les cycles, c'est déjà des forfaits entiers pour une série, mais on est en train de réfléchir à la possibilité, je ne vous dis pas encore que c'est acté, parce que ça nécessite une mise en place de processus, etc., avec au secrétariat, etc., avec l'informatique aussi. Mais en tout cas, on étudie la possibilité d'un forfait de 5 ou 10 visites sur lequel vous pourriez piocher au fur et à mesure de vos choix de participer à des vidéoconférences. Ça me paraît être les points principaux qui ont été évoqués lors de ce sondage. Emmanuel, est-ce qu'il y a d'autres points que tu penses devoir évoquer à l'heure qu'il est? Non, il me semble que tu as tout dit. C'est-à-dire qu'après, peut-être pour rebondir sur les résultats du sondage, on vous avait aussi interrogé sur vos intérêts pour la programmation de l'année qui vient, donc 2021-2022. Et donc, il y avait eu plusieurs propositions qui avaient été soumises. Et donc, on en a tenu compte, notamment les cycles. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par une proposition de cycle de conférences en ligne sur toute l'année ou sur la demi-année. Et donc, devant cet engouement pour les cycles, on a réfléchi à plusieurs cycles qu'on voudrait vous présenter maintenant. Je pense qu'on peut passer à cette phase-là. Stéphane, est-ce que tu en...
Exactement. Et donc, je vais te donner la possibilité de partager. Partager l'écran. Ouais. Alors, attends. Voilà. C'est une procédure qui devrait être assez rapide. Voilà, je pense que là, c'est toi qui as la main. C'est bon. Alors, maintenant. j'y vais. Tout à fait. Voilà. Donc, vous allez avoir mon écran qui apparaît avec la proposition d'un premier cycle. Donc, moi, je vais vous présenter 3 cycles et puis Stéphane va vous en présenter un dernier. En fait, donc, il y a 4 cycles en tout qui seront possibles sur cette année. Et parmi ces 4 cycles, il y en a un de 10 séances. Donc, c'est un cycle qui va courir sur toute l'année 2021-2022. Et puis, les 3 autres sont des cycles de 5 séances qui seront soit sur le premier trimestre, soit sur le deuxième trimestre. Voilà. Alors, le premier cycle, donc, qui est un cycle annuel de 10 séances, on l'a intitulé « L'histoire de l'art en 10 grandes dates ». Et il est né un peu, je dirais, de la question qu'on s'est posée avec Stéphane, quelles seraient les 10 grandes dates qu'un conférencier connaît par cœur? Parce que vous avez peut-être l'impression qu'on connaît plein de dates par cœur. En réalité, je pense qu'on n'en connaît pas tant que ça et qu'on a juste des dates clés qui sont vraiment des dates repères à partir duquel, après, on situe bien les choses. Et donc, c'était un peu ça qu'on avait envie de vous transmettre à travers ce premier cycle, des dates qui sont fondamentales pour l'histoire de l'art, souvent parce qu'elles correspondent en fait à des périodes de rupture, des périodes de changement stylistique, iconographique, et que donc quand on a bien ces dates en tête, en fait, on a un cadre historique qui se dessine et qu'à partir de ce cadre, on peut venir placer les différents mouvements dont on a entendu parler dans les bonnes cases. Alors, le choix des 10 dates, évidemment, il est un petit peu arbitraire parce que évidemment plus de 10 qui seraient significatifs, mais on a essayé d'en piocher à peu près de manière équilibrée dans toutes les grandes périodes. Et donc, vous les voyez apparaître ici à l'écran. Je vous les lis. La première séance sera consacrée à l'année 313. Donc, on remonte loin, qui correspond à l'édit de Milan et la conversion de Constantin. Dans la séance 2, on s'intéressera à la réalisation de la Sainte-Chapelle en 1248. En séance 3, c'est le concours des portes du baptistère de Florence en 1401. La séance 4, c'est l'année 1498 qui voit la réalisation de la scène de Léonard de Vinci. La séance 5, 1600, ça c'est facile. La galerie Farnèse d'Annibal Carrache à Rome. Séance 6, 1748, la découverte de Pompéi. Séance 7, 1863, le Salon des Refusés. Séance 8, 1874, la première exposition impressionniste. Séance 9, 1907, les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et séance 10, 1910, les premières œuvres abstraites de Kandinsky. Et là, on a très rapidement, mais de manière bien séquencée, parcouru l'histoire de l'art occidental. Alors, ce cycle qui sera proposé le lundi à 10h30 ou à 19h30, les 2 séances seront possibles, et donc il court de septembre à juin. Alors, je ne vais pas vous développer là les 10 séances. Quand vous irez voir sur le site où on a mis les cycles en ligne, vous verrez qu'il y a un petit paragraphe pour chacune des séances. Là, je voudrais vous en présenter 4 pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et donc, je commence avec la première séance, 313. Pourquoi on a choisi 313 ? Parce que ça nous paraissait vraiment donc le moment où Constantin, suite à la bataille du pont Milvius, se convertit et puis va faire passer cet édit de Milan qui reconnaît la liberté de culte à toutes les religions et donc à la religion chrétienne. Et à partir de ce moment-là, la religion chrétienne va pouvoir se montrer au grand jour et son art va pouvoir se développer. Donc ça, c'est vraiment des conséquences très importantes sur l'histoire de l'art. Et Constantin va être un promoteur de l'art chrétien en faisant construire notamment à Rome les premières grandes basiliques paléochrétiennes. Vous avez là sous les yeux la basilique Saint-Paul hors les murs, qui est créée par Constantin très peu de temps après l'édit de Milan, sur le lieu de la tombe de Saint-Paul, hors les murs, c'est-à-dire un petit peu en dehors des murs de la muraille de Rome à cette époque-là. Voilà, donc là, c'est une date clé, première date clé. Là, j'avance un petit peu plus loin. La séance 4, on va évidemment s'intéresser à la scène de Léonard de Vinci, 1498. Alors, cette scène, vous savez que Léonard l'a peint dans un couvent dominicain qui se trouve à Milan. C'est une commande du duc de Milan de l'époque, Ludovic Sforza, dit Ludovic le Mort.
Ludovic Lemort a fait venir Léonard de Vinci de Florence à Milan. Il en espère des grandes réalisations, notamment cette scène. Alors, vous savez que Léonard est quelqu'un d'extrêmement exigeant, perfectionniste, et donc il va tenter des nouvelles choses dans la réalisation de cette fresque, notamment sur le plan technique. Il va aussi proposer des nouvelles iconographies pour ce sujet qui a été déjà beaucoup peint à l'époque de Léonard. Et l'ensemble de tout ça fait que cette œuvre s'impose ensuite, au moment où elle est terminée, comme la scène de référence. Et donc, elle ne va cesser d'être reprise par les artistes par la suite. Il y a vraiment un avant et un après la scène de Léonard de Vinci. Et je dirais que c'est une scène qui, encore jusqu'au XXe siècle, va hanter les artistes. Donc, ça me paraissait intéressant de prendre du temps pour rentrer dans le mystère un petit peu de cette œuvre. Voilà, alors la séance 6 nous emmènera à Pompéi. Vous savez que Pompéi, donc, qui est enseveli en 79 après Jésus-Christ, ne sera redécouvert qu'au XVIIIe siècle grâce au roi Charles III de Naples, qui va lancer les premiers chantiers de fouilles sur le site. Et donc là, les découvertes qui sont faites à ce moment-là sont absolument extraordinaires, vont enthousiasmer les artistes de l'époque, puisque notamment on va trouver dans les villas des peintures encore intactes. Ces peintures vont être copiées, vont être gravées et vont circuler dans toute l'Europe et vont lancer une mode, on va dire, d'un style à l'antique. Et ce style à l'antique va devenir petit à petit ce qu'on va appeler le néoclassique. Et en fait, vraiment, Pompéi cette redécouverte de Pompéi est un moment très, très important pour le passage de l'art rococo. Donc, on est avant la redécouverte de Pompéi, l'art de Boucher, de Fragonard, donc pour le passage de l'art rococo à l'art néoclassique. Je pense que s'il n'y avait pas eu la redécouverte de Pompéi, ce n'est pas sûr qu'on aurait eu un art néoclassique au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, donc là, il y a vraiment un enjeu aussi avec cette redécouverte et on prendra le temps de bien regarder ce qu'il en est. Voilà, et puis la 7e séance, donc là on avance encore un peu dans le temps, sera consacrée à ce fameux salon des refusés. Vous savez qu'au 19e, il y avait le fameux salon officiel. Pour entrer au salon, pour pouvoir présenter une toile au salon officiel, il fallait être accepté par le jury. En 1863, le jury, qui est extrêmement sévère, refuse plus de la moitié des toiles qui sont présentées par les peintres. Et donc, ceux-ci, très mécontents, vont faire des réclamations auprès de Napoléon III. Et sous la pression de ces artistes, Napoléon III va accepter d'ouvrir un salon parallèle qu'on nommera le salon des refusés. Et donc, c'est tous les artistes qui ont été refusés par le jury académique du premier salon qui vont exposer dans ce salon des refusés. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ces artistes-là qu'on connaît, et que l'histoire de l'art a retenu. Alors, je vous ai mis les 2 tableaux les plus célèbres de ce salon des refusés. À gauche, vous avez reconnu évidemment le Déjeuner sur l'herbe de Manet, et à droite, cette belle jeune femme, c'est la Dame en blanc de Whistler. C'est des tableaux qui, au moment où ils sont présentés au salon des refusés, sont extrêmement décriés, et puis vont s'imposer petit à petit comme des tableaux fondateurs de la modernité de la fin du 19e siècle. Voilà. Alors, je m'arrête là. Donc ça, c'était vraiment un balayage rapide de ce premier cycle en 10 séances, l'histoire de l'art en 10 grandes dates. Je vous présente. Je voudrais juste, si tu permets, Emmanuel, dire une petite chose. Donc, sur ce premier cycle des 10 grandes dates, nous serons 2 à intervenir sur le cycle, Emmanuel et moi. En revanche, sur le cycle que Emmanuel va vous présenter dans un instant, elle sera la seule intervenante. Oui, merci de le préciser. Et donc, le deuxième cycle, ce n'est pas tout à fait une surprise pour vous, puisqu'on vous avait là aussi interrogé sur votre intérêt pour une thématique qui serait un peu comment lire un tableau. Alors, ça peut être comment lire un tableau, comment regarder un tableau. Je pense qu'il faut vraiment l'entendre au sens large. L'idée de ce cycle, c'est que notre expérience devant les tableaux, c'est souvent une expérience d'émotion, de sensation, mais qu'ensuite, dans un deuxième temps, on n'est pas toujours très à l'aise pour réussir à relier ce qui nous a procuré telle sensation ou telle émotion avec des éléments concrets dans le tableau. Et je pense que cette difficulté, elle peut être liée au fait qu'on manque un petit peu d'outils de lecture, de lecture d'un tableau. Ce que j'entends par outil, en fait, c'est des choses très simples qui sont les éléments concrets avec lesquels un peintre travaille quand il construit un tableau. Alors, vous les voyez apparaître ici dans le déroulé des 5 séances: la perspective, la composition, la couleur, la lumière, la matière et le geste. Donc, l'idée de ce cycle, c'est vraiment de prendre du temps pour aller regarder ces outils de près, se les approprier
renouveler notre manière de regarder les tableaux. Évidemment, ce n'est pas du tout pour dire, pour se décortiquer le tableau dans tous ses moindres détails en oubliant nos sensations premières. Je crois que c'est plutôt un complément à notre expérience émotionnelle. Et là, je crois qu'on l'a déjà tous un peu fait, mais le fait de pouvoir comme ça aborder un tableau dans son détail, d'être attentif à des éléments de construction, des éléments de lumière, ça ne fait qu'amplifier notre plaisir devant la toile. Donc, ce n'est pas du tout une analyse à froid qui s'opposerait à une analyse à chaud de l'émotion. Au contraire, les deux se complètent, il me semble. Donc ça, c'est un cycle de 5 séances donc qui sera mené par mois, effectivement, le mardi, à 10h30 ou à 19h30. Et donc ça, c'est un cycle qui commencera dès la rentrée prochaine. La première date, vous trouverez les dates précises sur le site. La première date est le 7 septembre 2021. Donc ça commence tout de suite à la rentrée jusqu'en janvier. Alors là, je vous présente rapidement des petites images pour vous mettre aussi en appétit. La perspective. Alors la perspective, vous savez que c'est vraiment la manière de rendre dans un tableau l'espace de manière illusionniste. Cette conquête, on va dire, des peintres arrive à la Renaissance, va être théorisée à la Renaissance. Donc je voudrais qu'on reprenne un petit peu ça dans cette première séance, comment les peintres arrivent à s'approprier cet outil. Et puis aussi regarder un petit peu quels sont les différents types de perspectives. On est souvent un peu perdu avec la perspective atmosphérique, la perspective géométrique. Donc ce sera l'occasion aussi de remettre tout ça à plat. J'essaierai de faire des séances très pédagogiques avec des tableaux, des tracés sur les tableaux. Ce sera bien sûr des séances participatives aussi, où on fera des petits exercices pour s'approprier l'outil de la perspective. Dans une deuxième séance, je pense que c'est important qu'on s'intéresse à la question de la composition. Alors, qu'est-ce que j'entends par composition? En fait, c'est beaucoup de choses. C'est la manière de grouper les éléments de disposer les éléments sur un tableau. Là, on voit par exemple qu'il y a de la symétrie. On a mis quasiment autant de personnages à droite qu'à gauche. On a un centre, mais ça, c'est un choix. On pourrait trouver plein d'autres choix possibles. Donc, c'est le groupement des éléments sur le tableau. C'est aussi les lignes de force. Là, évidemment, j'ai pris un tableau où la composition est très, très puissante. Et donc, on voit se distinguer tout de suite ces deux grandes lignes verticales, ces deux obliques. En fait, c'est regarder quelles sont les lignes de force, quels sont les éléments, comment les personnages sont groupés ou les objets sont groupés dans le tableau, et qu'est-ce que ça crée comme ambiance. Parce que de choisir des obliques plutôt que des lignes verticales ou des courbes plutôt que des lignes droites, ça va avoir un impact visuel et émotionnel très fort sur le tableau. Donc, ce serait vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne, ça, en termes de composition, les moyens de composer et l'atmosphère que ça crée dans le tableau. Voilà, puis on s'intéressera évidemment à la question de la couleur, question très très riche aussi pour un tableau. Là, on voit bien que dans un tableau de Delacroix, c'est une question prédominante. Pour les couleurs, eh bien, on s'intéressera, je reprendrai ces classifications toutes simples, mais qui sont très importantes à avoir en tête, des couleurs primaires, des couleurs secondaires, ce qu'on appelle aussi, alors là, moi aussi, je suis contente de pouvoir, en préparant ces conférences, creuser ce sujet de la couleur, parce que j'ai souvent entendu parler de la couleur tonale, la couleur locale, sans forcément bien comprendre ce que c'était. Donc, je me réjouis de préparer cette conférence, de pouvoir le comprendre et de pouvoir vous le transmettre après. Donc, ce sera des aspects qu'on abordera dans cette séance. On aura ensuite une séance consacrée à la lumière. Alors là, c'est très parlant dans ce tableau de Monet, bien sûr, mais en fait, la lumière, il y a plein de possibilités qui est offert à un peintre pour travailler la lumière. Là, on voit que Monet a choisi l'idée d'un contre-jour. Il a placé sa source lumineuse derrière son élément principal, qui apparaît du coup dans l'ombre. Mais il y a plein d'autres éléments, d'autres manières de jouer de la lumière en choisissant d'avoir une source extérieure au tableau, une source à l'intérieur. On s'intéressera aussi à travers quelques toiles célèbres à la question des reflets, qui n'est pas la même chose que la question des ombres. Et voilà, donc toutes ces choses qui sont liées à la question de la lumière. Et puis, on terminera notre cycle par une séance où là, je vous propose, comme la diapo le montre ici, vraiment d'aborder la toile au plus près de sa matérialité. Donc, on se rapprochera vraiment très, très près de la toile pour aller regarder les questions de facture, de manière, c'est-à-dire vraiment des questions aussi de technique. Peut-être reprendre un peu des questions de technique de peinture, et puis aussi la question du geste et de l'outil utilisé. Là, on voit bien que le geste de Van Gogh dans cette toile est particulier et que c'est lié à sa manière de peindre, sa rapidité de peinture, mais aussi aux outils, au type de pinceau qu'il utilise. Donc, il y a énormément de choses qui se créent dans le tableau,
à travers cette question de la matière et du geste, de la facture et du geste. Donc, ce sera le sujet de la dernière conférence. Voilà. Donc, ça, c'est un cycle de 5 séances pour la rentrée. Et puis, je vous proposerai donc au deuxième trimestre, alors un cycle qui est consacré à la gravure et aux estampes. Je dois dire que ce qui m'a donné l'envie de proposer ce cycle, c'est en préparant les différentes conférences en ligne qu'on a fait là tout au long de l'année, c'est de me rendre compte qu'en fait, il y avait des très, très belles gravures. On trouvait des très, très belles images de gravures, très, très bien définies, avec des détails magnifiques. Et puis, de me rendre compte aussi que la gravure, du fait que c'était en noir et blanc, ne souffrait pas trop de la mise en image sur un écran. Et qu'en plus, les gravures, c'est rarement présenté dans les musées. Et donc, voilà, 3 bonnes raisons, il me semble, de s'intéresser à la gravure par le biais de la conférence en ligne. Je pense que c'est vraiment le bon lieu pour le faire. Une quatrième dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'en plus les gravures sont des petits objets et sont en général au format de l'écran. Et le format de l'écran, tout à fait. Ouais. Alors, beaucoup de peintres se sont intéressés à la gravure, même les plus grands. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est un pan méconnu de leur œuvre. Parce que voilà, la gravure souffre un peu de désamour, peut-être, je ne sais pas, du fait de sa bichromie noire et blanche. Là, mon idée, c'est vraiment de vous montrer comment ces très grands peintres se sont emparés de ce médium, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme possibilité, et aussi quel amour ils ont eu à utiliser parce que pour les 5 peintres qu'on a choisi de présenter là, Dürer, Rembrandt, Goya, Degas, Matisse, c'est vraiment pas un médium secondaire. C'est une part très, très importante de leur production artistique, et donc je voudrais la remettre à l'honneur à travers ce cycle. Donc c'est un cycle qui aura lieu le mardi de 10h30 à 10h30 ou à 19h30, et donc là, en deuxième partie d'année, de février à juin 2022. Alors là aussi, je vous ai sélectionné quelques œuvres. Une très belle gravure de Dürer qui représente Saint Jérôme dans son cabinet de travail. Alors là, vous voyez que l'art de Dürer dans la gravure, c'est un art de la précision, de l'extrême précision. Et ce qui est intéressant, c'est que visuellement, c'est très beau, mais on sent aussi que c'est très riche sur le plan iconographique. Dürer est quelqu'un qui est vraiment imprégné de philosophie, notamment de la culture humaniste, de la Renaissance. Et ces gravures sont vraiment le lieu où il peut déployer toutes ses connaissances de cette philosophie humaniste. Donc, on abordera l'œuvre de Dürer gravée par son aspect plastique, mais aussi par son aspect iconographique. Puis, on s'intéressera à Rembrandt. Alors, c'est peut-être parmi les 5 celui dont on connaît le mieux l'œuvre gravée. Ce qui est extraordinaire chez Rembrandt, c'est que cette œuvre gravée, elle balaie absolument tous les registres, du plus profane au plus sacré. Vous avez sûrement en tête sa gravure la plus célèbre qui s'appelle la pièce au sang florin, qui représente le Christ et toute une assemblée autour du Christ. Donc, je vous la présenterai, bien sûr, on prendra le temps de la regarder en détail, mais je vous montrerai aussi l'aspect plus profane des gravures de Rembrandt. Alors, je vous ai mis ici, je suis tombée dessus par hasard, mais je l'ai trouvée tellement belle que je n'ai pas résisté à vous la mettre, cette jeune femme en train de lire. Et Rembrandt a vraiment su, par la gravure aussi, capter ce qu'il y a de plus intime dans la vie quotidienne, dans son aspect trivial ou dans son aspect, là aussi, je dirais presque sacré, même si ce n'est pas une scène religieuse, mais on sent qu'elle est imprégnée de tout un esprit comme ça qui pourrait renvoyer à des références religieuses. Voilà. On essaiera de balayer large cette œuvre gravée de Rembrandt. Puis on s'intéressera à Goya. Alors Goya, c'est un très très grand graveur aussi. Il a fait plusieurs séries gravées. Ici, l'œuvre que vous voyez là est tirée des Caprices. Hasta la muerte, ça veut dire jusqu'à la mort. Donc c'est une jeune femme déjà âgée qui a encore à cœur d'être coquette et jolie. Et on voit autour des gens qui cherchent à la convaincre de sa beauté. Vous sentez bien sûr le caractère très ironique de cette gravure. La gravure pour Goya, ça va vraiment être un espace où il va pouvoir laisser aller son esprit acerbe, mordant, ironique, caustique. Certains ont comparé les gravures de Goya à de la caricature de presse, comme on la fera au XIXe siècle et au XXe siècle. Il faut bien voir que d'un côté, Goya, dans sa peinture, est le peintre officiel, le portraitiste officiel de la cour, et de l'autre côté, dans ses gravures,
il laisse libre cours à sa critique très, très acide de la haute société espagnole. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pan très social dans ces œuvres gravées de Goya, mais aussi un aspect plastique très riche. Je pense que vous êtes sensible aussi à la beauté plastique de l'œuvre, et j'essaierai toujours de tenir ces deux aspects quand on abordera les artistes. Et puis, on terminera. Alors non, pas tout à fait, puisque ça, c'est la 4e séance. On fera un passage par Degas et ses monotypes. Alors, c'est pour ça, les monotypes, ce n'est pas une œuvre, c'est pas de la gravure, parce qu'en fait, c'est de la peinture sur plaque de verre, mais qui est ensuite imprimée. Donc, ça relève de la catégorie estampe. Donc, je trouvais que c'était intéressant de la mettre là aussi dans le cycle. Degas va utiliser cette technique pour aborder des univers qui sont des univers particulièrement secrets, un peu interlopes. Ça va être les maisons closes, les cabarets la nuit. Aussi, pour ceux qui s'en souviennent, dans l'exposition sur l'opéra, on l'avait vu, le foyer de la danse à l'opéra, où vous avez ces hommes, ces riches bourgeois qui courtisent les jeunes danseuses. Et donc Degas, à travers le monotype, là aussi, un petit peu, je dirais, dans la veine de Goya, va pouvoir dénoncer tout un aspect de la société particulièrement difficile pour les femmes, et en particulier les femmes de basse condition. En même temps, ce qui est intéressant avec le monotype, c'est que ça va pouvoir aussi être traité en couleur. Donc, au départ, c'est de l'encre imprimée, mais très souvent, Degas va relever ça avec du pastel, comme vous le voyez ici, et donc ça donne encore une toute autre approche à son œuvre. Voilà, et je pense que Degas, c'est dans les monotypes qui va le plus loin en termes de simplification et de modernité. C'était aussi pour ça que j'avais vraiment envie de vous les montrer. Et puis, on terminera en beauté avec Matisse. Matisse, dont c'est pas forcément la gravure qu'on retient de son œuvre, surtout que quand on pense Matisse, on pense surtout couleur, mais il se trouve que Matisse a réalisé plus de 800 gravures, et donc tout au long de sa carrière, il y a accordé une grande importance. Pour lui, c'est une manière de travailler la ligne, d'être à l'école de la ligne. Vous savez qu'il y a la couleur chez Matisse, mais il y a aussi la ligne à valeur égale, et donc la gravure est le lieu privilégié de ce travail sur la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les gravures de Matisse ont un sujet unique, qui est la figure humaine. Donc là, on en a un bel exemple avec l'œuvre que vous avez sous les yeux. Voilà, donc ça, c'est un cycle pour l'hiver et le printemps prochain. Et je passe la parole à Stéphane. C'est un cycle aussi 100% Emmanuel. Et c'est un cycle 100% Emmanuel. Et alors, il ne faut pas que tu ne me passes que la parole. Il faut que j'arrête de partager. C'est ça, voilà. Merci. Et tu m'as rendu à nouveau capable de partager? Et non, alors attends, excuse-moi, j'y vais tout de suite. Redis-moi ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille dans participants. Tu ailles dans participants, et là, tu vas sur Stéphane Covio. Voilà. Oui, d'accord, c'est bien. C'est OK. Voilà. Et donc, je vous présente le 4e cycle qui est actuellement prévu pour la saison 2021-2022, qui est en fait une suite d'un cycle qui a démarré l'an dernier. On avait commencé avec Emmanuel par la peinture du XVIIIe siècle. On avait poursuivi avec le début du XIXe siècle. On était allé jusqu'à Courbet. Et là, on continue notre avancée dans le cours du XIXe siècle avec une série de 5 séances que j'ai intitulées « La montée vers l'impressionnisme de 1840 à 1870 ». Voilà. L'objectif, c'est de ne pas arriver trop vite à l'impressionnisme, mais de véritablement prendre le temps de voir les différentes étapes, parce qu'il y a évidemment des choses magnifiques à observer, à contempler dans les peintres qui ont précédé la naissance de l'impressionnisme. Donc, 5 séances. On commencera par les peintres de Barbizon, puis il y aura une séance sur Jean-François Millet, puis Manet. On a appelé ça le mystérieux Manet. Il y a véritablement un mystère Manet qui est assez fascinant. 2 précurseurs immédiats, Boudin et Jonquind, très important, Boudin et Jonquind, car voilà, les œuvres importantes de ces 2 peintres-là sont dans les années 60 et précèdent de très peu les avancées de Monet. Et pour Monet, Boudin et Jonquind ont été des personnages clés qui ont contribué à former son œil et sa manière. Et puis, une dernière séance qui sera consacrée vraiment au tout début, aux prémices de l'impressionnisme chez les peintres impressionnistes. Donc, ce que vont faire Basile, Monet, Renoir dans les années qui précèdent la guerre de 70. Voilà.
et je vais vous présenter quelques images. Voilà un beau tableau de Diaz. Vous savez qu'il y a quelques peintres fameux dans l'école de Barbizon. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Théodore Rousseau. Le deuxième, c'est Diaz, d'autres. Le troisième, c'est Dupré, mais il y en a bien d'autres qu'on connaît peu. Et il y a de très, très belles œuvres de ces peintres-là. Et évidemment, pour ces séances en vidéoprojection, on privilégiera des œuvres qui ne sont pas au musée d'Orsay et qui sont souvent d'ailleurs dans les musées américains. On a la chance maintenant d'avoir à disposition sur certains sites de très très belles images, comme celle-là par exemple, assez sidérante de ce ciel de Diaz. Millet, là aussi. L'objectif ne sera pas de vous présenter des œuvres du musée d'Orsay que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, notamment pas mal d'entre vous ont suivi les cycles au musée d'Orsay sur la peinture du 19e. Eh bien, nous irons aussi aux États-Unis chercher les chefs-d'œuvre de Millet. Là, c'est un tableau qui s'intitule Les Meules, vous devinerez pourquoi, et qui renvoie à l'été et qui fait partie d'une série sur les saisons. Au Louvre, on a le printemps, mais il y a les trois autres qui sont à l'étranger. Millet, qui est le grand peintre du monde agricole français du 19e siècle, et qui n'est pas uniquement le peintre russe, qui néanmoins est un très très beau tableau. Le mystérieux Manet, mais aussi le magnifique Manet. Qu'est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? Mais voyez, moi, c'est le genre d'œuvre que j'ai envie de travailler. Je dis ça, mais c'est Emmanuelle qui va la travailler, puisque c'est elle qui va assurer la séance Manet. Vous voyez, au premier coup d'œil, c'est simple, c'est normal, c'est magnifique, c'est le 19e siècle, voilà, ce jeune homme, cette table, cet environnement. Puis au deuxième coup d'œil, c'est pas simple. C'est jamais simple chez Manet. Et c'est ça qui est fascinant. Qu'est-ce que c'est que ces objets qui sont là à gauche? Vous voyez, un sabre, un casque, peut-être espagnol du XVIe siècle, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, c'est peut-être de la référence à Velázquez, qui sait, mais d'autres choses. Et ces personnages-là, moi, ça me fait penser à l'après-dîner à Ornans de Courbet, pourquoi pas. Et cette femme, pourquoi est-elle si sommairement peinte, vous voyez, au niveau de son visage? Bon, voilà. Manet, c'est pas seulement beau, c'est souvent très intriguant. Les deux précurseurs que j'évoquais tout à l'heure, voilà, c'est un petit tableau de John Kint. Et je crois que c'est le tableau de John Kint qui m'a donné envie de travailler John Kint. C'est un tableau qui était présenté à l'exposition sur les impressionnistes en privé, je crois, au musée Marmottan il y a quelques années. Voilà, tout petit tableau, c'était le premier tableau d'exposition. Là, on est en 63. Vous voyez, donc c'est tôt, 63 pour ce genre de composition. C'est vite peint, bien peint, plein d'esprit, plein de vérité, plein de sensibilité, c'est frais. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'y être. Et voilà, ça paraît tout simplement fait. C'est John Kint. John Kint, dont Monet dit qu'il a été comment dire, qu'il a perfectionné son œil, en fait, qu'il a été le dernier maître qui l'a amené à former son œil. John Kint, c'est un Hollandais. Et puis, voilà les prémices de l'impressionnisme avec ce tableau de Renoir qui est en Suède, La Grenouillère. C'est un tableau qui date, je crois, de 1869. Monet et Renoir sont allés au même endroit, ils ont peint tous les deux sur le même motif. C'est intéressant de comparer ce que l'un a fait, ce que l'autre a fait. Et moi, depuis longtemps, j'avais envie vraiment de rentrer dans le détail, de voir vraiment les tableaux, comment dire, à partir desquels les choses avaient changé. Voyez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les sites, les motifs qui ont fait que l'impressionnisme est né. Voilà. Moi, j'ai une petite théorie personnelle qui est que c'est en lien avec l'eau. Voilà. Il y a certainement une part de vérité là-dedans, mais ça sera l'occasion de le vérifier. Voilà, très belle chose de Renoir. Vous avez eu donc là la présentation des 4 cycles de vidéoconférences. On en dira quelques mots à la fin de ce moment. Les vidéoconférences, conférences en ligne, ne concerneront pas uniquement des cycles à la rentrée. Nous avons prévu de présenter aussi les expositions parisiennes sous forme de vidéoconférences. La raison est simple, il y a beaucoup d'adhérents de Venez et Voyez qui sont en province,
et qui ne vont pas venir voir les expositions. Et puis, il y a des adhérents qui ont aussi envie de voir une conférence sur l'exposition et après d'aller la visiter seul ou d'avoir une deuxième fois avec le groupe. Ce qui fait qu'on va maintenir des séances en ligne sur les expos de la rentrée. L'expo qui va faire beaucoup de bruit, évidemment, c'est l'exposition Botticelli au musée Jacques Marandré du 10 septembre au 24 janvier. Le tableau que vous avez sous les yeux, ça fait partie des œuvres très séduisantes, très agréables. C'est le Botticelli que tout le monde aime, le Botticelli des débuts, autour de 1870, au moment où il sort de l'atelier de Lippi. Il y a cette fraîcheur de ton, l'aspect juvénile du visage de la Vierge. Très beau tableau qui vient de la collection Fesch et qui sera présenté avec bien d'autres. On va travailler la photographie à la rentrée. C'est une exposition qui a commencé la semaine dernière, le 15 juin, au musée Carnavalet. On visitera d'ailleurs le musée Carnavalet en collection, pour les collections permanentes. Le musée vient de réouvrir après une grande période de restauration. Ça sera l'occasion de travailler Cartier-Bresson. L'exposition du musée Carnavalet portera sur les vues de Paris par Cartier-Bresson. Début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. Ilya Repin, peu de gens connaissent Ilya Repin, c'est un des grands peintres russes du siècle dernier, pas seulement du siècle dernier, puisque vous voyez qu'il est mort en 1930. Enfin, excusez-moi, pour moi, le siècle dernier, c'est le 19e. Je ne suis pas encore passé au 21e. Il a la date de naissance et à peu près la date de mort de Monet. Vous voyez, Monet, c'est 40 jusqu'en 28. C'est un contemporain de Monet. On pourrait le considérer comme un impressionniste russe. Je vous ai montré le détail de la jupe de cette petite fille qui est là, qui est, je crois, sa fille, tout simplement. On voit cette facture très libre qui fait penser à la modernité française de Manet, de Monet. Voilà, c'est un peintre qui a beaucoup peint, beaucoup de portraits, des scènes d'histoire. Enfin, c'est très riche. Tous les Russes le connaissent. C'est l'occasion d'une découverte, comme le Petit Palais nous en propose souvent. Georgia O'Keeffe. Alors, ça, c'est une femme peintre américaine qui est essentiellement une peintre abstraite. Il n'y a pas que de l'abstraction dans son travail. Mais moi, j'ai découvert son travail dans l'exposition sur la peinture américaine des années 30, il y a 6-7 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un des tout premiers tableaux de l'exposition, c'était une œuvre qu'elle avait composée à partir d'un crâne de buffle qu'elle avait trouvé dans le désert du Nevada. C'était absolument magnifique, avec une rose posée dessus. Là, vous avez deux exemples de peinture essentiellement abstraite, même si, quand on cherche, on se dit qu'il y a de renvoi, en tout cas à gauche, à des paysages, et puis des formes qui nous renvoient à d'autres choses aussi. Il y a une poésie de la couleur. C'est vraiment de la très, très belle peinture à découvrir au Centre Pompidou. Je n'ai pas évoqué la deuxième expo qu'il y aura au Centre Pompidou parce qu'elle va commencer un peu plus tard et elle se portera surtout sur l'année 2022, c'est Baselitz. Et alors là, l'un des blockbusters de la rentrée. Vous vous souvenez peut-être de Tchoukine. Emmanuel avait fait une conférence en ligne, deux conférences. Non, ce n'était pas en ligne à l'époque, c'était en salle, sur les chefs-d'œuvre de la collection de Tchoukine qui avait tant émerveillé les Parisiens et pas seulement les Parisiens. Eh bien, Tchoukine a un contemporain qui s'appelle Morozov. Morozov et Tchoukine ont été les deux plus grands collectionneurs d'art moderne en Russie avant la Révolution, bien sûr. Et donc, les chefs-d'œuvre de cette collection qui sont aujourd'hui à la galerie Tretiakov, au musée Pouchkine et au musée de l'Ermitage, eh bien, vont être accueillis par la Fondation Vuitton. Nous n'aurons pas le droit de la faire visiter en tant que conférencier extérieur, mais nous ne nous priverons pas de vous proposer une conférence en ligne, au moins sur les chefs-d'œuvre. Là, je vous ai mis un Van Gogh avec une très belle gestuelle aussi, là, dont on parlait tout à l'heure, et puis un très beau Gauguin, mais évidemment, il y a bien d'autres choses. Je crois qu'il y aura 200 tableaux dans cette exposition, ça va être un moment assez exceptionnel. Et puis, pour terminer, tout le reste, parce qu'il n'y aura pas que ça, bien entendu. Il y aura d'autres conférences en ligne qui vont être proposées ponctuellement au fur et à mesure de ce que nous verrons et qui nous paraîtra intéressant de vous proposer. Bien entendu, il y aura des cycles en présentiel, comme il y en a eu cette année. On reviendra au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris pour y faire ce que nous n'avons pas pu y faire cette année. Il y aura un cycle sur les petits musées, il y aura le cycle sur l'art contemporain avec Michel Brière. Je passe tout ça, vous aurez ça en ligne dans les semaines qui viennent. Du cinéma, bien entendu, au cinéma. De la musique, on se pose la question sur le fait de faire ces séances en ligne ou en salle. La question n'est pas résolue. La philosophie, ça sera en salle, parce que là, les échanges sont beaucoup plus intéressants quand on peut avoir des échanges plus prolongés, plus longs que les formules brèves que j'évoquais tout à l'heure.
bien entendu des voyages. Quelques informations brèves, je ne serai pas long. Il reste des places à la rentrée sur les 3 jours à Bruxelles. Il reste des places pour le voyage à Milan qu'accompagne Emmanuel, sur le voyage que j'accompagne à Bruges, Gand, Anvers. À Vienne, on est en liste d'attente. Je pense qu'il reste quelques places sur le voyage d'Emmanuel à Ravenne aussi. Et il y a aussi un voyage à Madrid qui va bientôt être mis en ligne au mois d'octobre où il doit rester quelques places. Je n'en dis pas plus. Maintenant, point important, la question des inscriptions qui concerne les cycles que nous venons d'évoquer ensemble. Ils sont en ligne depuis ce soir. Si vous allez sur le site, vous les verrez avec le détail de chaque séance, les petits paragraphes qui vous donneront des détails sur ce qui sera présenté. Les inscriptions sont ouvertes, évidemment par la carte bleue via PayPal. Il sera toujours possible de payer par chèque. Sachez que pour toutes les activités de l'association qui sont présentes sur le site, il est possible de régler par chèque pour ceux qui ont une défiance vis-à-vis du règlement par la carte bleue. Pour cela, il faut aller jusqu'au règlement. Et c'est au moment de régler, à la fin, au moment où on va vous proposer la carte bleue, qu'il vous sera proposé de payer par chèque. Voilà. Ensuite, pour vous y retrouver dans le site, c'est très simple. Il faut aller dans Activités et à ce moment-là, dans la rubrique Cycle annuel. Mais les cycles de conférences en ligne sont aussi présents dans la rubrique Conférences en ligne. Donc, vous avez 2 lieux où vous trouverez cela. Et Constance a installé aussi en première page du site, si vous descendez sous les grandes photos qui défilent, vous verrez un bandeau rouge qui vous permet d'accéder directement au cycle que nous venons de vous présenter. Et puis, nous avons toujours le désir de faire connaître l'association à de nouveaux adhérents. Nous avons donc donné la possibilité aux personnes qui s'inscriront au cycle d'inviter des amis. L'idée, c'est que vous puissiez inviter 2 personnes à la première conférence d'un cycle. Cela, d'ailleurs, vous sera rappelé lors de l'inscription. Vous recevrez un mail qui confirmera que vous êtes bien inscrit et qui vous dira que vous pouvez proposer à 2 personnes de votre choix de venir voir gratuitement la première séance. Et évidemment, si ça l'intéresse, elle sera bienvenue pour le reste, mais en formule payante, bien entendu. Eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Si je me laisse aller, j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais me retenir pour maintenir cette conférence dans un timing raisonnable. Et je vais surtout vous redonner la parole dès maintenant. Et en fait, je pense que vous pouvez vous-même vous redonner la parole pour que Emmanuel et moi puissions répondre à vos questions. Le cycle où on peut… Voilà. Monique, Vincent, est-ce qu'on Monique. peut s'inscrire pour tout le cycle? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour tout le cycle ou est-ce qu'on peut faire 1 ou 2 conférences dans le… Non, c'est un cycle. Alors, un cycle, c'est un cycle. Ah oui. L'objectif, c'est de s'inscrire à la série. D'accord. En revanche, vous avez vu ce qui s'est passé cette année. On a ouvert plusieurs cycles à la carte. Mais l'objectif, en fait, on l'a fait parce qu'il y avait de la place. La surprise, ce sera peut-être à la rentrée de voir qu'ils sont ouverts à la carte parce qu'il y a de la place. Mais l'objectif, c'est d'atteindre un nombre de participants correct et de les maintenir sous forme de cycle, quitte à refaire les cycles après. Stéphane, Tout le monde ne peut pas parler en même temps. Hein. Alors, la personne qui a dit Stéphane. C'est moi. Allez-y. Alors, Stéphane, voilà, parce que l'année dernière, on devait aller à Milan. Et est-ce que cette année, quand on va à Milan, on pense au programme qui sera à l'Opéra à la Scala de Milan, pour au moins avoir un spectacle? Alors, c'est difficile. Je ne sais pas si Emmanuel, tu as l'intention de t'occuper de la Scala. C'est important. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens, dans chaque voyage, par exemple à Berlin ou dans d'autres, il y a des gens qui réservent des soirées à l'opéra, etc. Donc, tout seul. Bon, si vous avez besoin d'un coup de main parce que c'est trop difficile, moi je vous ai okay. D'accord. Mais normalement, c'est chacun pour soi. D'accord. Et pendant que je vous ai, Stéphane, est-ce qu'on va recevoir les programmes en papier pour répondre et s'inscrire? Oui.
début septembre, tout le monde recevra la brochure. Normalement, Oui. éditer une brochure comme on le faisait auparavant. D'accord, merci. C'est pour les cycles en présentiel, ce sont les mêmes que les autres années ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce sera? Les cycles en présentiel, alors tout n'est pas encore totalement déterminé. Il y aura un cycle à rencontre. D'accord. Il y aura au minimum un cycle qui reprendra les séances du Musée d'Art moderne de la ville de Paris qu'on n'a pas pu faire, mais qu'on complétera Oui, évidemment, oui. dans d'autres lieux. Hein, ça ne sera pas un cycle d'accord. en Musée d'Art moderne. Il y aura une deuxième chose. Et il y aura un cycle petit musée dans lequel il y aura le musée Carnavalet et puis, je pense, 3 séances au musée Carnavalet et puis d'autres séances dans d'autres petits musées. Et ça sera certainement le jeudi matin comme ça l'est actuellement. Un compliment, Stéphane, pour l'évolution de l'association. C'est extraordinaire ce que vous avez pu faire dans une condition quand même très adverse du Covid, là. Et ces séances de visio sont extraordinaires. Donc, bravo. Et alors, évidemment, ce compliment, je le redirige vers Emmanuel et vers Constance, qui sont là et qui sont pour beaucoup dans la réussite de cette... Bravo. ce qu'on a pu faire. Ouais, c'était bien, super. Stéphane, Oui. oui, j'ai une question. Tu as parlé des visioconférences sur Botticelli, Cartier-Bresson, mais tu n'as pas précisé de date. Ah oui, pour l'instant, on n'a pas les dates. Pardon? Pour l'instant, on n'a pas les dates. Oui. Ça, ce sont des projets. Et à la rentrée, il y aura une communication sur les dates. Évidemment, la plupart de ces expositions, il y aura aussi des visites normales dans les expositions. Oui, ah oui. Sauf pour Morozov. Partir. Je vois, Au Martine, revoir. que vos lèvres bougent, mais je ne vous entends pas parce que votre micro n'est pas branché. Martine Rago. Pour parler, il faut votre barre d'espace et garder le doigt enfoncé dessus. J'avais une question à poser. J'ai Oui. trouvé ça formidable d'avoir la possibilité de réécouter la conférence pendant 15 jours, 3 semaines. Est-ce que ça continuera? Oui, bien sûr. Toutes les conférences en ligne sont enregistrées et sont disponibles pendant 1 mois. Bon, alors, je n'ai pas trouvé. Je sais pas Ça y comment. est, on vous entend, Martine. Ah, vous m'entendez? Alors, je voulais vous dire, donc ces conférences, l'histoire de l'art, les unes ont lieu le lundi, l'autre le mardi. Il n'y a rien de prévu pour les autres jours de la semaine. C'est lundi et mardi. Alors, les cycles qu'on vient d'évoquer, Oui, lundi c'est le matin, lundi. des lundis soirs, des mardis matins, des mardis soirs. Il y a un bruit qui vient. Je me Oui, demande, je sais pas. Brigitte, ça vient de chez vous, Brigitte Lorenzana. Vous pouvez couper votre son. Je l'avais allumé pour participer. Hein. Ah ben alors participez, mais Ah bah tant pis. Ah bah ça marche? allez-y. Alors attendez, il faut que je réponde à la question. Il me semble qu'on vient de me poser une question, j'ai oublié là. La question sur les jours. Hein. Oui. Écoutez, c'est vrai qu'on a focalisé sur des lundis, mardis, parce que cette année, c'est ce qu'on avait fait et ça avait bien fonctionné, sachant que les cycles en présentiel sont davantage le mercredi et le jeudi. D'accord. Ah, c'est bien, c'est Voilà. mieux. OK. Ouais. Ah ouais. Très bien. Brigitte, posez votre question pour qu'on... Non, ce que je voulais vous dire, c'est que là, les 4 cycles que vous proposez sont passionnants. Hein. Voilà. Merci. On a réfléchi à tout ça et on a suivi aussi les vœux émis dans le sondage. Et que les exemples qui sont choisis pour illustrer les différents points, par exemple perspective ou bien Barbie, justement, voilà, sont choisis, je trouve, avec beaucoup de soin et de sensibilité et d'intelligence. C'est pour ça que de temps en temps, j'ouvre mon micro. Hein. Ok. Bon, je vais y aller, moi, là, ça va. Ok, merci. Donc, bonne soirée à ceux qui s'en vont. Ceux qui ont encore une question, n'hésitez pas. Oui, Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Claude. Si on s'inscrit, est-ce que c'est toujours, par exemple, quand il y a 2 séances, 10h30 et 19h30, est-ce qu'on est inscrit le matin ou le soir? Alors,
au départ, vous Oui, ça, c'est une belle question. et alors, en revanche, évite bien évidemment, si un jour vous n'êtes pas libre le matin, que vous êtes le soir. Et d'ailleurs, vous avez certainement remarqué que quand on envoie le lien, on envoie pour le matin et le soir en même temps. C'est le même. Bon. Ah bon. Et donc, si un jour vous êtes absente, il faut évidemment, sans même poser la question, vous allez sur le créneau qui vous intéresse. Appétit, ça prend 2 P, hein. Oui, ça prend 2 P, appétit. J'ai encore une remarque à faire. Allons-y. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci Stéphane. Françoise, vous aviez une question? Oui, non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Au Allez-y. début, tu as été très clair. Il faut se tenir à 1h30 pile. Or, moi, j'ai remarqué dans toutes les conférences que j'ai suivies, si ça s'arrête à 1h30, ça veut dire qu'on n'a pas le temps vraiment de… À te poser des questions. Voilà. Alors, peut-être parce que dans les conférences que tu as suivies, ça avait été peut-être un peu trop lent au début. Je ne sais pas quelle est la raison, mais moi, j'ai En tout remarqué cas, que c'est plutôt mieux que ça dure 2 heures qu'1h30. En fait. Ah oui, mais alors, je vais te dire pour le coup, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est trop fatigant que ça dure 2 heures. Ah oui. Il y a beaucoup de gens pour lesquels l'attention sur un écran est trop difficile à garder aussi longtemps. En revanche, une chose est absolument certaine, tant qu'il y aura des questions, l'écran restera allumé. Ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire clac, on arrête tout. Non, on arrête la conf, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de choses importantes montrées et dites. Enfin, ce qui devait être dit et montré aura été dit et montré. En revanche, les questions seront… enfin, je veux dire, il y aura tout le temps pour répondre aux questions. Oui, moi, Stéphane, je voudrais poser une question. On ne me voit pas, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Bon, je voulais poser une question pour savoir, à chaque conférence en ligne, à chaque jour différent, on recevra un code à chaque fois. Ben, pour l'instant, c'est ce qui se passe. D'accord. Un nouveau code pour… Oui, sauf quand il y a 2 fois une conférence. Oui, ce sera le même. C'est le même. Mais sinon, jusqu'à présent, après maintenant, la technologie peut évoluer. Hein, mais jusqu'à présent, il y a un code pour une conférence. D'accord, parfait, merci. De rien. En fait, moi, je n'ai jamais utilisé le code. Je clique sur le lien et puis ça marche. C'est pareil. C'est 2 techniques différentes. Et la plus simple est effectivement de cliquer sur le lien. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Moi, j'aurais une petite demande. Est-ce que ce serait possible que Alors, plus grosse votre son a été coupé. Vous n'avez pas appuyé suffisamment bien. J'appuie, mais des fois, je lâche. Non, alors ne lâchez pas et reparlez. Est-ce que ce serait possible que la flèche qui monte dans les tableaux et se déplace soit un peu plus grosse? Ah oui, je vois ce qu'elle veut dire. Parce que des fois, les mouvements sont rapides et on n'a pas le temps de situer la flèche. Ok, alors ça, je ne sais pas du tout si la flèche peut évoluer. Je ne sais pas si Emmanuel, toi, tu as… Je pense que ce n'est même pas les mêmes… pour toi et pour moi, c'est différent. Il faut qu'on regarde chacun de notre côté en fonction des logiciels qu'on utilise. Comme ça, c'est intéressant de nous le signaler en tout cas. Oui. En revanche, moi, j'ai une deuxième réponse à votre intervention, Hélène. C'est qu'il ne faut pas hésiter à demander au conférencier de remontrer ce qu'il a déjà montré. Oui. Oui, mais si on ne situe pas moi, j'ai un problème dans les yeux et je ne situe pas assez rapidement la flèche. Voilà. D'accord. Stéphane, si je peux me permettre, c'est effectivement possible. C'est un réglage de votre ordinateur à vous deux pour régler la taille de la souris. Ah, formidable. Ben, merci. Stéphane, il y a Ravenne et Milan. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Est-ce que c'est dans le même trimestre? Oui. Dans le même trimestre? Oui. En Milan et dans le même mois même. Dans le même mois. Ravenne, c'est la dernière semaine de septembre. Et oui. Ça doit être du 12 au 19. Et Milan? Du 12 au 19. Donc, il y a une semaine de battement entre les 2 voyages. Ah d'accord, d'accord. C'est très rapproché. C'est très rapproché. D'accord, merci Stéphane. Néanmoins, je le dis pour tout le monde,
c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Oui, c'est pour ça que je Très demandais vite, hein, les tout ça. papiers. Voilà. Parce qu'on peut s'inscrire sur l'ordinateur. Sur le mail, vous envoyez un mail en demandant le programme, on vous l'envoie aussitôt. D'accord, merci Stéphane. Et, si j'ai bien compris, Stéphane, il va y avoir une exposition de Botticelli à Paris. Oui. Du 10 septembre au 24 janvier. Nous, on va monter à Paris, voilà, et vous donnerez une conférence sur cette exposition. Vous n'avez pas de date? Ah ben non, pour l'instant, il n'y a pas de date. Pour l'instant, il n'y a pas de date. On va prendre les créneaux de l'exposition déjà, on ne sait pas encore quel jour on aura. On va prendre ça la semaine prochaine et on va définir une date de sur la vidéo conférence. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Constance, on la voit. Elle est heureuse. Bon. Alors, on se dit au revoir alors? Eh bien, pourquoi pas? Bon, alors merci, c'était très bien. Et Voilà. ça fait du bien de savoir qu'on va faire des choses, hein, Stéphane? Je suis bien d'accord avec vous. Oh là! Et moi, je vous dis à Bruxelles. Voilà. Eh ben, écoute, Moi, je dis merci Emmanuel pour pour ce très beau ce qu'elle a programme. préparé. Merci à Constance Voilà. Et pour merci ce qu'elle à a tous. préparé aujourd'hui. Elle a travaillé toute la journée sur cette soirée. Hein. Et Oui. merci à vous trois. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Et bravo pour ce beau Merci programme. beaucoup à vous trois et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Emmanuel. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.